Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... La minorité existe quand, par sa position au sein d'une démocratie, ou même dans une structure sociétaire, comme une société, la minorité, par son pourcentage, va bloquer le cours naturel d'une activité. Donc la notion de minorité, il faut l'identifier déjà. Il y a une minorité, on sait que les révolutions n'ont jamais été faites par la majorité, donc une minorité a pour finalité d'être la brebis qui va franchir le pas de porte et qui va entraîner les autres à la sortie du sérail. Donc en réalité, c'est toujours les minorités qui ont provoqué des changements de direction d'une société. Ce n'est jamais les majorités, sauf des situations dans lesquelles une décadence d'une civilisation en une société a provoqué la déchéance de cette majorité et la minorité illuminée qui était celle qui ne participe pas à la majorité décadente a pris le relais. C'est le cas de la chute de Rome, c'est le cas de la chute d'Athènes, c'est la chute de tous les empires, c'est la chute de l'Empire austro-hongrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour revenir à notre type d'approche, la minorité qui réfléchit, ce n'est pas la même minorité qui pousse un gouvernement à légiférer. Ce n'est pas du tout ça. Si on prend aujourd'hui le wokisme qui provoque des modifications dans notre culture, à l'école, etc., est une minorité qui peut être définie dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, elle est bouleverser notre conception de la relation entre les hommes et les femmes parce qu'il y a un jeune garçon, une jeune fille qui a du mal à trouver son identité, me paraît quelque chose de dangereux parce que, quand même, la remise en cause de ce qui est notre socle humain entre les hommes et les femmes, ce n'est pas une disparité, c'est une inégalité naturelle, biologique et physiologique. On a des moyens, on pourrait faire un référendum citoyen pour poser des questions sur ce genre de choses. Alors, on a quand même des outils démocratiques pour poser des... Mais pourquoi on ne les utilise pas, d'après vous? Alors, on n'utilise pas, et quand on les utilise, le Parlement a peur et le pouvoir a peur. Attention, je donne toujours un exemple qui est extrêmement intéressant, c'est l'exemple de l'IVG. Lorsque la loi de 1975, la loi Veil, a été votée, un référendum avait été fait à l'époque et qui donnait que 58% des Français n'étaient absolument pas pour l'IVG. Ça veut dire que si on s'était placé dans une approche démocratique référendaire, qui est une moyenne d'expression démocratique, eh bien, la loi Veil n'aurait jamais été votée. Là, on a un Parlement qui va peut-être à l'encontre de la doxa dominante du peuple pour dire non, cette loi est utile parce qu'il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui... Elle va remplir un rôle. Elle va remplir un rôle, c'est ce qu'on appelle le législateur illuminé, au sens bon du terme, pas illuminé à l'enfermer, mais voilà, illuminé. Informé. Et je suis sincère, moi je le disais, encore toujours, je ne suis pas contre, j'ai des fondamentaux chrétiens et catholiques, mais je trouve que sauvegarder ou garder un enfant d'une femme qui a été violée, c'est une absurdité. Mais pour revenir à... Ça devrait être son choix, quelque part. Bien sûr, c'est un choix. Donc pour revenir à ces notions, je pense qu'il est très important que le jeu de la minorité, quel que soit, c'est toujours le jeu de l'idée et du partage de l'expression et de l'opinion. J'ai dit le mot du partage de l'expression, parce que c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que le gros problème, c'est que les minorités, dans cette lutte, par exemple vaccinale, ont fait l'objet d'un empêchement du partage. On a censuré. Et on a censuré les chaînes, on a censuré sur les réseaux, on a bloqué des comptes, on a enlevé des comptes Twitter, etc., qui est quand même quelque chose d'important. Quand vous n'avez plus d'accès aux mass médias, au mainstream, vous ne pouvez plus partager votre opinion, vous n'avez plus la liberté d'expression, parce qu'en réalité, vous êtes étouffé. Donc c'est pour cette raison que la plus grande bataille pour une minorité aujourd'hui, pour n'importe quelle minorité, parce que, attention, n'oubliez pas, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ferai tout le possible que vous puissiez le dire. Le premier acte de liberté, c'est dire je ne suis pas d'accord. Attention, moi je ne dis pas que toutes les minorités ont raison. Je dis que n'importe quelle minorité a le droit de s'exprimer et a le droit de porter sa parole au niveau public pour qu'effectivement il soit un peu, dans certains cas, un peu cette lumière au fond de la caverne qui permet à celui qui est enfermé et qui regarde les ombres de dire peut-être la vérité n'est pas celle-là, mais elle est ailleurs. Après, ce n'est pas de créer une doxa contraire, ce n'est pas de créer une pensée unique qui va s'opposer. Quand on a vécu, par exemple, la fameuse dichotomie entre le capitalisme et le marxisme, on avait enfermé la société dans une dichotomie qui était absurde, parce que la vie de la société ne se résume pas avec le communisme ou le capitalisme.
ou le socialisme et le capitalisme. Ça veut dire tout simplement que là aussi, retrouver la liberté, ce n'est pas quelque chose de facile, parce que dans notre société, à quelque niveau que ce soit, l'État adore nous enfermer dans des définitions. Quand on crée les anti-vax, quand on crée des complotistes, c'est... Quand on crée des minorités, Bien sûr. est-ce au détriment de la majorité, de l'intérêt général? Mais c'est déjà une manière de contrôler. En réalité, l'État, pour pouvoir vivre sans problème, il doit contrôler. C'est pour ça que quand j'enseignais même, je disais la fameuse Pax. Le Pax, quelle conquête sociale merveilleuse. Et je disais, mais pas du tout. Ce n'est pas une conquête sociale, c'est un beau moyen pour l'État de contrôler tous les couples libertines, pour les faire revenir après les sortir de la porte, en disant, on ne reconnaît pas le concubinage et tout, on ne légifère pas, mais on va faire le Pax, comme ça on va savoir combien sont les homosexuels qui vivent en couple. Et donc, c'est devenu un magnifique outil de contrôle. Donc, ça veut dire tout simplement que l'État a besoin, l'électron libre fait peur. L'État a besoin de configuration. Et on le voit, les ordonnances, les circulaires prises au niveau de l'école concernant les propos terroristes, les propos complotistes, etc., sont révélateurs. Pourquoi? Parce que l'État demande dans chaque école aux instituteurs, c'est des circulaires du mois de mai, avril et mai 2020. Ça veut dire que nous sommes au début de la crise sanitaire, et là, on prend 2 circulaires pour que tout de suite, les instituteurs, les professeurs informent les principaux éditeurs d'école qui doivent faire remonter l'info aux renseignements territoriaux pour leur dire « Ah, j'ai entendu des propos complotistes. Ah, j'ai entendu des propos. » Et on voit aujourd'hui que la Miviludes introduit dans son rapport un nouveau critère sectaire, le complotisme, page 33 du rapport de la Miviludes. Donc ça veut dire que... Alors j'ai reçu dernièrement le document du ministère, il n'y a plus ce mot complotisme. C'était les assises des dérives sectaires et du complotisme, ils ont enlevé... Oui, mais dans le rapport de la Miviludes, il y a complotisme, mais aujourd'hui... Bien sûr, mais du fait qu'en plus... Il n'y a pas de définition juridique, on va dire. On a une définition. On a une définition, c'est dans un arrêt de la Cour d'appel de Versailles et de la Cour de cassation, qui s'est prononcé dans un contentieux qui opposait une personne qui avait été taxée de complotiste par Canal+. Et effectivement, le complotisme est considéré comme une injure. Parce qu'en réalité, il existe une notion de complot dans notre code pénal, qui est l'article, je crois, 411 du code pénal, qui définit le complot, l'organisation pour atteindre, etc., les intérêts de l'État. Donc, automatiquement, quand vous dites que quelqu'un est complotiste, c'est quelqu'un qui a mis en œuvre un complot. Donc, en réalité, les propos étaient généraux, donc il n'est pas diffamatoire. Le mot diffamatoire, si on avait dit, là, ce jour-là, tu as fait un complot. Non, le complotisme est une injure parce que c'est d'utiliser des propos grossiers qui portent atteinte à l'identité de la personne en lui imputant des agissements qui pourraient même avoir une connotation pénale. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Ça veut dire qu'en réalité, les premiers à devoir respecter la loi et respecter les limites de l'expression sont ceux qui la violent. C'est-à-dire que la Miviludes, qui devrait respecter la loi, va taxer un certain nombre de personnes de comportements, de termes injurieux, comme le fait de...